Chers collègues, chers étudiants, mesdames, messieurs, chers amis, je vous remercie très sincèrement de me faire l'honneur de votre présence pour cette cérémonie des vœux de l'Université Paris-Sud, malgré les conditions météorologiques. J'ai bien dit météorologiques et non pas climatiques. Cette cérémonie est particulière à plus d'un titre. D'abord parce que ce sont les premiers vœux que je vous présente en tant que président de l'Université Paris-Sud. Ensuite, parce que ce sont les derniers vœux que je vous présente en tant que président de l'Université Paris-Sud, car je vous annonce ma démission. Non, pas du tout. Parce que ce sont les derniers vœux de l'Université Paris-Sud, puisque celle-ci se fondera dans l'Université Paris-Saclay, qui doit être créée le 1er janvier 2020. Donc on n'aura pas le temps en janvier 2020 de fêter les vœux. Alors au nom de toute mon équipe, les vice-présidents, la directrice générale des services, le cabinet, et en mon nom personnel, je vous souhaite santé, prospérité, sérénité, et de façon plus individuelle, je vous souhaite très sincèrement à chacun et à chacune bonheur et satisfaction dans votre vie personnelle et professionnelle, pour vous et pour tous vos proches. Bref, une excellente année 2019. Mais puisque vous êtes en station debout, on m'a dit que je pouvais prendre un peu plus de temps. D'ailleurs, la neige est prévue pour la fin de la soirée, donc il faut attendre un petit peu, mais pas trop, bien sûr. Donc je vais essayer d'être pas trop long, mais permettez-moi quand même de faire un rapide bilan de l'année 2018, qui se termine à peine, et de dresser un peu ce qui nous attend en 2019. Alors bien sûr, je l'ai déjà plus ou moins évoqué, l'un des événements majeurs qui va déterminer notre année 2019 est très récent. Il s'agit du difficile choix opéré par Sylvie Retailleau, que je salue, d'œuvrer à la concrétisation du projet de l'Université Paris-Saclay en prenant la présidence de la commu du même nom, et par voie de conséquence, de démissionner de sa fonction de présidente de l'Université Paris-Sud. C'est cet événement qui me place aujourd'hui devant vous. Cet événement, j'y reviendrai bien sûr, pas sur la démission, mais sur le projet Paris-Saclay, mais cet événement n'est pas le seul d'importance que nous avons connu en 2018 et qui aura des conséquences, des suites en 2019. Il y a eu la mise en place de plusieurs réformes, en particulier à la formation et à la vie étudiante. C'est d'actualité. Aujourd'hui, Parcoursup ouvre pour sa deuxième année, et donc en 2018, on a connu l'ouverture, la mise en place de la réforme Parcoursup et de la loi orientation et réussite des étudiants, qui a fait couler beaucoup d'encre. Il est vrai que la mise en œuvre s'est faite dans un calendrier pour le moins tendu, qui a mis l'ensemble des personnels et des bacheliers dans un certain stress, mais la fin du tirage au sort, la recherche de solutions pour améliorer l'orientation via la mise en place de commissions d'examen des vœux et des modalités générales de classement sont à mettre au crédit de cette réforme. En effet, contrairement à ce qui a pu être dit, il ne s'agit pas d'une sélection, mais bien de donner aux enseignants de l'université la possibilité de s'exprimer sur les chances de réussite des étudiants. Pour aider à cette orientation, la direction d'innovation pédagogique a d'ailleurs réalisé des vidéos présentant les attendus en première année de licence par la voix d'étudiants et de responsables de formation. Cela participe à l'orientation et à l'amplification des liens avec les lycées sur le continuum lycée-université, qu'on appelle parfois bac, qu'on appelle -3, bac plus 3, bac moins 3, bac plus 3, qui est aussi quelque chose d'essentiel, car bien évidemment, on ne peut concevoir que des transitions aussi brutales, je suis dans le lycée, j'arrive dans l'enseignement supérieur, sans aucune transition, conduisent à de bons résultats. Une autre réforme que l'on a connue cette année, c'est la CEVEC. Là aussi, le calendrier de mise en œuvre a été plutôt accéléré. Mais finalement, si on s'en tient au périmètre de l'université, ce sont finalement plus de moyens pour la vie étudiante et des coûts d'inscription diminués. Cela d'ailleurs nous a en particulier permis de recruter une psychologue, ce qui est utile, pour le moins, et d'augmenter les budgets alloués au sport et à la culture, qui œuvrent donc bien
pour la vie étudiante. Toujours dans le domaine de la vie étudiante, il faut citer l'ouverture du GATE, le guichet d'accueil des talents étrangers, inauguré en septembre en présence du sous-préfet de l'Essonne, M. Abdelkader Guerzin. Et puis, il y a les enjeux de l'innovation pédagogique à laquelle, certains le savent, j'attache une importance très grande. Et là aussi, beaucoup de choses ont été réalisées. Coordination entre la direction de l'aide au pilotage stratégique, la direction d'orientation professionnelle des relations avec les entreprises, de l'Observatoire de la direction de l'innovation pédagogique, des enseignants-chercheurs de Didasco, le laboratoire de didactique des sciences d'Orsay, pour produire des informations tangibles et statistiquement représentatives sur les liens entre réussite des étudiants, méthode d'apprentissage et besoin d'accompagnement, ce qui permet d'objectiver les choix d'accompagnement en termes de contenu et de modalités, mais aussi de réfléchir aux compétences manquantes ou à renforcer pour la meilleure utilisation des financements que la loi ORE a octroyés aux établissements. Moyens peut-être pas suffisants, mais malgré tout, il faut tout de même être honnête pour le signaler, il y a eu des moyens affectés à cette transition. Et puis aussi des moyens, on en reparlera, pour l'école universitaire de premier cycle Paris-Saclay, que l'on a dont on a déjà obtenu la garantie, et même plus que la garantie, les fonds. Dans ce domaine-là, on peut aussi parler de la mise en production d'e-campus, projet qui est porté non seulement par Paris-Sud, mais par l'ensemble de Paris-Saclay. Coordination entre Paris-Sud et Paris-Saclay, justement pour la formation à la pédagogie des nouveaux maîtres des conférences. Au passage, c'est une autre réforme, là aussi, qui mérite d'être signalée. Un premier workshop recherche sur la thématique de la pédagogie, organisé par Gilles Ulrich et la direction d'innovation pédagogique. Décidément, elle travaille, cette direction, mais toutes les autres aussi, bien sûr. Mise en place des indicateurs d'activité de l'innovation pédagogique et le développement des activités d'accompagnement des enseignants-chercheurs dans l'évolution de leurs pratiques, plan de formation, appel à projet, accompagnement de projet et le CIP, le congé pour innovation pédagogique. Le lancement d'une approche programme, approche compétences en licence et en licence pro. Pour les prochaines formations, je remercie en particulier Véronique de Poutot et Nicolas Liébaud sur ce point. Et puis, bien sûr, dans le domaine de la formation, il y a eu la coordination par Isabelle Demachy du GT premier cycle Paris-Saclay, avec le cadrage des formations de premier cycle dans le contexte école universitaire et double diplôme de l'Université Paris-Saclay. Alors, j'ai déjà évoqué la formation des nouveaux maîtres de conférences, mais nous voulons aller plus loin, et c'est pourquoi nous avons mis en place la commission de valorisation de l'engagement pédagogique, qui a pour mission, de travailler le référentiel d'activité qu'on connaît tous, qui comporte beaucoup de pages, mais surtout pour prendre en compte de façon cohérente les différentes modalités pédagogiques. Présentiel, classique, distanciel, stage, pédagogie active par projet, par problème, par équipe, etc. Élaborer une charte, un guide de l'analyse des compétences pédagogiques pour les recrutements d'enseignants-chercheurs et d'enseignants. Analyser les éléments quantitatifs et qualitatifs pour prendre en compte, pour évaluer l'engagement pédagogique dans les promotions locales, au travers notamment de la mise en place de portfolios, une première étape de travail devant aider aux prochaines promotions au grade de maître de conférence classe exceptionnelle, qui est un nouveau grade, même s'il a déjà été mis en place déjà l'année dernière. Vous voyez qu'en parlant de promotion, de recrutement, je commence à aborder le domaine des ressources humaines. Et dans ce domaine-là, s'il y a eu un moment fort, c'est sans doute la mise en place du RIFSEP, le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, suggestions, expertise et de l'engagement professionnel, qui est composé, comme vous le savez sans doute, d'une part obligatoire qu'on appelle IFSE, indemnité pour fonction, suggestion et expertise, et d'autre part une part facultative qu'on appelle CIA, complément indemnitaire annuel. Et puis, si c'est le moment le plus fort peut-être, il ne faut surtout pas minimiser d'autres travaux, et je citerai en particulier les importants travaux menés sur la cartographie des emplois et des compétences, et les travaux non moins importants sur le SIRH, aussi bien SIAM qu'ELICO.
Si j'en reviens au RIFSEP, je tiens à réaffirmer ici l'importance essentielle du dialogue social. C'est ce dialogue qui a permis d'obtenir un accord satisfaisant pour la mise en place de l'IFSE. C'est dans le cadre de ce dialogue que nous travaillerons cette année sur le CIA. Alors, si les ressources humaines sont un élément majeur de la vie de l'université, il y en a un autre, parce que vous voyez bien que quand il fait froid, il faut pouvoir se protéger, et c'est évidemment les opérations immobilières. Alors, je ne vais pas citer l'ensemble des nouvelles constructions, ni des rénovations. Je n'oublie pas que vous êtes en station debout et que la neige va tomber. Et si je devais citer une opération, évidemment, c'est le projet BPC, Biologie, Pharmacie, Chimie, qui est un programme particulièrement ambitieux pour un montant total de 700 millions d'euros, alors sur beaucoup d'années, financé dans le cadre d'un PPP, partenariat public-privé. Et si les constructions sont la partie voyante de la fonction immobilière, on va dire la partie émergée de l'iceberg, il ne faut surtout pas négliger la politique de maintenance, et les efforts particuliers ont été réalisés en ce sens. D'autres projets qui ont démarré en 2018, peut-être même parfois un petit peu avant, parce que sur les projets immobiliers, le temps est souvent long, surtout avant la construction. Mais on peut citer, alors ce n'est pas vraiment de l'immobilier, mais c'est un peu dans ce même champ, le début de notre reconversion du parc automobile en véhicules électriques. Le choix du campus d'Orsay pour déménager le laboratoire de l'AFLD, l'Agence française de lutte contre le dopage. Si une position de principe a été prise avec l'annonce de ce déménagement sur le campus, il y a maintenant encore des points plus techniques sur la partie immobilière en particulier qu'il convient de travailler et de trancher. Rénovalo, sujet important. Car, comme je le disais, le campus ne se limite pas aux constructions sur le plateau, ni même aux constructions dans la vallée. On peut penser à l'Institut de mathématiques. Non, les rénovations sont des solutions aussi importantes que les constructions neuves. Et on peut d'ailleurs espérer, et je le souhaite, que cela soit finalement, prochainement, pris en compte dans le prochain en tout cas, CPER, parce que construire de nouveaux bâtiments, il y a les bâtiments qui restent, il faut encore en faire quelque chose. Rénover, ça peut être aussi une bonne solution. Et en parlant de campus, de vallées, de plateaux, je tiens à réaffirmer ici que l'université ne se limite pas à Orsay-Saclay, plateau et vallée, mais comprend également la vallée scientifique de la Bièvre, et là aussi, de nombreux projets déjà lancés ou à l'étude, l'IEI, l'extension de Crémain-Bicêtre, le PUIS peut-être, sont des projets emblématiques de ce côté-là. Comme dit la présidente Retailleau, l'Université Paris-Saclay est sur deux pieds. Et puis, bien sûr, dans le domaine de la fonction immobilière, je ne peux pas ne pas évoquer les départs de Jean-Michel Lourtioz, de Jean-Pierre Lemoine, et les arrivées de Magali Grandière et d'Antoine Latreille. L'université, c'est un espace d'ouverture. Ouverture sur le monde. Cela se caractérise en particulier à travers deux grandes notions et du coup deux grandes directions, les relations internationales d'une part et les relations avec les entreprises d'autre part. Concernant les relations internationales, on peut citer la mise en place d'aide au montage de projets européens, l'augmentation des bourses de mobilité en sortante, l'ouverture de masters en anglais, la nouvelle école d'été d'excellence également en anglais, l'augmentation des événements de communication sur l'international. Évidemment, sur l'international, alors je ne sais pas s'il y a des journalistes dans la salle, mais il y a une question d'actualité, c'est celle des droits universitaires pour les étudiants extracommunautaires. En effet, pour la rentrée 2019, le gouvernement a décidé d'une augmentation considérable des frais d'inscription à l'université pour les étudiants étrangers, extracommunautaires. En gros, multiplié par 16 en licence et par 15 en master. À ce stade, aucun texte, décret ou autre, n'est paru. Donc pour l'instant, la loi reste la même. Et la position de la CPU, qui est également la mienne, est de demander la suspension de cette réforme afin d'en étudier
toutes les conséquences. J'ai bien dit suspension, on ne demande pas la suppression, ce qu'on l'on veut, c'est pouvoir analyser les choses. Et en premier lieu, savoir quels sont les objectifs recherchés. La question est-elle bien celle de l'attractivité, comme le laisse entendre le titre du projet, ou s'agit-il d'une mesure économique pour augmenter les moyens de l'enseignement supérieur et de la recherche? Il faudra déjà trancher ce premier point. En tout cas, ce sont des sujets qui peuvent être débattus. Et si je crois que la grandeur de la France, c'est d'être capable d'accueillir les jeunes du monde entier dans les mêmes conditions, il n'y a pas de tabou. Et on peut ouvrir un débat, tant qu'on reste, bien sûr, sur une politique d'ouverture. En tout état de cause, si le gouvernement fixait de nouveaux droits d'inscription, nous appliquerons bien évidemment la loi de la République, mais nous utiliserons toutes les possibilités d'exonération qui nous seront offertes pour que les droits soient identiques à la rentrée 2019. Concernant les relations avec les entreprises, le travail sur les relations avec les entreprises est en constante évolution, et ce travail passe par des rencontres avec les entreprises du territoire, Air Liquide, Thales, Nokia, celles qui vont s'y installer, Servier, ou encore d'autres, rencontres avec un vice-président de Facebook, qui se trouve être un alumni de notre université. On peut aussi rappeler un événement nouveau dans la vie de notre université, c'est une prise de participation de l'université, très faible en termes financiers, mais symboliquement très fort, dans une start-up, Data4U, dont l'objet est en relation avec les problématiques de l'université, puisque une équipe du LRI est partenaire de ce projet. Les relations avec les entreprises, c'est aussi l'avancée du projet de base de données des relations avec les entreprises, qu'on appelle CRM, qui va se poursuivre en 2019, avec une mise en place effective à la direction de l'orientation professionnelle et des relations avec les entreprises, la DOPR, et dans 3 composantes. L'élargissement progressif du forum de l'apprentissage, l'organisation d'une journée de réflexion sur les conséquences de la réforme de la formation professionnelle, le premier événement de rencontre de diplômés internationaux intercomposantes dans le cadre du Welcome Day, développement du réseau sur LinkedIn, en attendant la mise en place d'Alumnforce, outil de gestion de réseau, qui est l'une de nos priorités pour 2019. L'obtention d'un financement sur un AMI, un appel à manifestation d'intérêt transition numérique, vers le projet validation des acquis tout au long de la vie, sujet extrêmement important, dont la mise en œuvre va commencer en 2019. Je ne peux vous parler de relations entreprises sans évoquer les succès de nos étudiants entrepreneurs, aussi bien au niveau de Paris-Saclay, avec le projet Bib Show, lauréat d'un des prix de la JEE, aussi bien au niveau de Paris-Saclay donc qu'au niveau national, avec un prix de 10 000 € pour le projet Quiz Coach, système de quiz destiné aux étudiants en santé, et dont l'UP Sud a décidé de doter ses étudiants. Pour améliorer encore leur formation et le soutien à leurs projets, lancement à la rentrée 2018 de 4 DU entrepreneuriat, constitués de manière modulaire, inauguration de l'espace coworking dédié en 2019. L'année 2019, enfin, sera notamment celle du lancement de l'expérimentation de Mature Action, projet, je ne sais pas si on dit avec l'accent, projet pédagogique mettant un groupe pluridisciplinaire d'étudiants en situation de faire avancer la prématuration d'un projet issu de nos laboratoires. J'avais dit pour finir, mais pour finir vraiment, ce chapitre de nos relations entreprises, je vous informe de la réflexion sur l'avenir de la Fondation avec la mise en place d'une nouvelle équipe et la présidence confiée pour la première fois à une personnalité venant de l'industrie, en l'occurrence Florence Cordier, déléguée emploi Île-de-France d'EDF. Alors il y a eu encore bien d'autres choses, comme la poursuite des réorganisations, la DAGI qui est réalisée, la fonction immobilière qui est en cours de réflexion, de finalisation, par exemple. Il y a aussi le dossier amélioration continue qui avance, mais qui doit certainement prendre une orientation saclée, puisque nombre de procédures doivent être pensées dès maintenant dans ce cadre. C'est aussi l'année de préparation de l'évaluation par le HCERS,
Beaucoup d'entre nous, beaucoup d'entre vous ont été sollicités pour établir les rapports d'auto-évaluation, rédiger les axes stratégiques. Nous avons eu les visites de nos labos par les comités HCERS entre octobre 2018 et ils continueront jusqu'en mars 2019. Les retours des rapports de visite sont en cours. Et cette évaluation se poursuivra évidemment en 2019 avec la visite du comité pour l'établissement dans la semaine du 13 mai prochain, bien sûr, 2019, et la rédaction par celui-ci du rapport d'évaluation. Alors j'ai commencé ce rapide bilan par la formation, je vais le terminer par la recherche, et entre-temps j'ai parcouru d'autres sujets. Les périmètres de nos laboratoires ont évolué et continuent de le faire. On passe de 87 labos en 2015 à 76 par des regroupements, réorganisation de l'informatique, réorganisation de la physique des deux infinis, réorganisation du LAC et du LPQM, regroupement IR4M, IMIV, regroupement de l'équipe d'accueil bactéries, pathogènes et santé avec Misalis, arrivée du DMTS, il s'agit ici d'une numérisation d'unité du CEA avec la pharmacie, arrivée de Baobab et Neurospin, numérisation là aussi d'unité CEA, transformation du CEI en IDEST à DEG, à droit économie gestion. Il convient aussi de mentionner les inaugurations. L'inauguration de l'équipe Tempos le 18 décembre 2018, évidemment, au LPS, Laboratoire de physique des solides. Il s'agit d'un microscope électronique, un appareil unique en Europe. Inauguration de l'ISMO le 25 septembre, en présence de notre ministre, Frédéric Vidal. Et inauguration de l'infrastructure en biologie santé IDMIT, Infectious Disease Model for Innovative Therapies, fortement lié à l'Institut des maladies virales et auto-immunes, unité CEA, INSERM, Paris Sud. Comme souvent, comme tous les ans, de nombreux chercheurs de nos laboratoires ont été récompensés par des prix de l'Académie des sciences. Alors, je ne vais pas citer tous les prix, mais les personnes qui les ont reçus, Alexis Chepelanski, au LPS, Frédéric Pierre, au C2N, Colin Guillermou, au LMO, Julien Nicolas, IGPS, François Michel, I2BC, pour les prix de l'Académie, le prix Chaud et le prix Gouber à Jean-Loup Puget, ancien directeur de l'IAS, le prix Maurice-Marie Jeannot de l'Association de pharmacie galénique industrielle pour Elias Fatal, et puis le doctorat honoris causa des universités de Lima, de Buenos Aires et de Ljubljana pour Louis Mir, directeur de l'unité vectorologie et thérapeutique anticancéreuse. Et puis on peut aussi citer l'accueil d'Hector Valdivia, professeur à l'université de Michigan, dans l'unité signalisation et physiopathologie cardiovasculaire, la faculté de pharmacie, au titre d'une chaire Tocqueville-Fulbright. Il y a une chaire par an, c'est la première fois que l'université Paris-Sud bénéficie d'une telle chaire. Et puis le 18 octobre, nous avons eu, alors ce n'est pas la première fois, mais ce n'est pas tous les ans, une cérémonie de remise de doctorat honoris causa à Irina Bokova, ex-directrice de l'UNESCO, Fabiola Gianotti, directrice générale du CERN, Jeffrey Drazen, rédacteur en chef du New England Journal of Medicine, et Maciej Wzorski, professeur de mathématiques à Berkeley. Voilà pour la recherche. Évidemment, il y aurait encore plein d'autres choses à dire. Je n'ai pas parlé des résultats proprement dit de la recherche, qui sont évidemment extrêmement nombreux. Et puis, durant cette année, il y a eu la mise en place de l'équipe projet. L'équipe projet pour mise en œuvre du projet modèle cible qui a été adopté fin 2017. Alors, vous pouvez le constater, je n'ai pas été exhaustif, et pourtant, vous êtes debout depuis déjà un certain temps. Ça va ? C'est donc une année qui fut bien remplie, et l'année qui commence devrait l'être tout autant. Alors, en effet, je ne dirai pas que je n'ai à offrir que du sang, de la sueur et des larmes, mais je vous promets une année intense. Cependant, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir. Alors, je ne sais pas si mon pouvoir est très grand, en fait, mais je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour que le surplus d'activité ne s'accompagne pas de stress et qu'au contraire, nous arrivions à travailler dans la plus totale sérénité.
Alors bien sûr, la disparition de Paris-Sud dans la création de l'Université Paris-Saclay est un élément incontournable de l'année 2019. Et c'est l'ambition de la démarche d'accompagnement que nous avons lancée. Vous avez tous reçu en ce début d'année un questionnaire qui a pour but de recenser les problématiques qui sont les vôtres. Il s'agit, si vous me prêtez l'expression, d'une certaine façon de faire un état des lieux des états d'âme. L'objectif est d'identifier les craintes pour mettre en place les solutions adéquates ou simplement écarter les craintes qui proviendraient d'une mauvaise compréhension du projet. Bien que l'objectif final soit d'avoir un système plus clair, plus lisible, plus visible, je suis bien conscient que dans cette phase de construction, il y a encore plusieurs points d'organisation à définir et il est plus que normal que des choses ne soient pas encore bien comprises. Je sais que cela peut faire naître des craintes, il convient de les identifier et d'y répondre au mieux. Soyez convaincus que ce sera une priorité pour moi et mon équipe. En cette année de transition, ce sont essentiellement les poursuites des projets déjà mentionnés qui seront à l'ordre du jour. Et encore une fois, la création de l'Université Paris-Saclay rythmera cette année. Des opportunités de transformation verront le jour dès 2019 pour préfigurer l'université cible. Il faudra savoir les saisir et être force de proposition. En particulier, on peut penser, mais sans être exhaustif, aux relations internationales, avec également dans ce cadre le projet d'université européenne, l'amélioration de la performance en bourse d'excellence, ou encore l'amplification de la mobilité européenne des étudiants et aussi des agents. Je pense que l'innovation pédagogique semble être également un candidat parfait pour un travail en mutualisation, même s'il s'agit bien sûr, comme toujours, de faire vivre des réseaux. La construction de l'offre de formation sera un enjeu essentiel. Il faudra accompagner la préparation des prochaines formations de premier cycle, en particulier, puis les promouvoir auprès des lycéens, parents, acteurs de l'enseignement secondaire. Contribuer à la mise en place de nouvelles ressources, dispositifs, structures de soutien aux formations de premier cycle, développer l'internationalisation, développer des partenariats avec le monde socio-économique, développer l'accompagnement individualisé, développer des outils permettant à tout étudiant diplômé de licence d'avoir des notions de base sur l'éthique, l'intégrité scientifique, la relation sciences et société, sur les enjeux environnementaux et climatiques, si ce n'est météorologique, et sur les effets de la transformation numérique. De façon plus générale, je crois qu'il est du devoir de la France de se doter d'un système d'enseignement supérieur de la recherche cohérent, efficace et juste. Et il est de même de la responsabilité de Paris-Saclay, compte tenu de son potentiel exceptionnel, de participer à faire que la France puisse jouer son rôle dans le concert des nations, dans la production de connaissances, d'innovations, sources de développement économique et de la formation des nouvelles générations. L'organisation de l'Université Paris-Saclay en Graduate School, master, école doctorale et laboratoire, et pôle, ainsi que le renouveau du premier cycle, dont l'école universitaire, constitueront les outils de mise en visibilité, de décloisonnement et d'acculturation. J'aimerais revenir, si vous le voulez bien, puis si vous ne le voulez pas, je vais revenir quand même, sur ce premier point dont nous avons tant parlé. Je crois en réalité que nous pouvons être fiers que dans un tel projet, nous ayons l'ambition de vouloir offrir des formations à l'ensemble des publics post-bac, aussi bien à ceux qui ont la méthode, un projet clair de faire des études longues, mais qui malheureusement ne trouvent pas toujours une offre qui leur convienne en France, et également à ceux qui n'ont pas le projet de faire des études longues, du moins pas dans un premier temps, ou qui ont besoin d'un accompagnement différent, ou simplement qui ont d'autres envies ou d'autres attentes. C'est pour répondre à l'ensemble de ces étudiants que nous avons fait le choix audacieux de créer, à côté des licences sélectives de Paris-Saclay, une école universitaire de premier cycle. C'est la grandeur de ce projet que de faire une université mondialement reconnue, intensive en recherche, qui, en même temps, n'oublie personne. Alors, on annonce la disparition de Paris-Sud. Moi-même, je l'ai fait en introduction. Certes, en tant que telle, elle n'existera plus une fois l'Université Paris-Saclay créée. Je parle bien de l'université et non pas de la commu qui, elle, disparaîtra en même temps que l'Université Paris-Sud. Mais c'est une fin qui ressemble à celle du phénix. Les composantes actuelles de notre université seront toutes des composantes de l'Université Paris-Saclay en 2020. Elles joueront un rôle essentiel dans cette transformation,
puisque c'est en particulier à travers elle que l'Université Paris-Sud poursuivra ses missions au sein de l'Université Paris-Saclay. Certes, le contexte sera nouveau, avec l'organisation en graduate school, pôle, premier cycle, pour lesquels les composantes seront des acteurs politiques et opérationnels. En effet, l'Université Paris-Sud, c'est bien plus qu'un décret de création ou de suppression. Ce sont des missions, ce sont des valeurs, ce sont des femmes et des hommes qui les portent, et ceux-là ne disparaîtront pas. Bien au contraire, j'ai une entière confiance en votre capacité, en notre capacité, à relever les défis qui se présentent à nous et contribuer à l'émergence d'un nouveau modèle d'enseignement supérieur et de recherche. Je vous souhaite donc une très bonne année 2019. Je vous remercie.